Unité 3. Introduction. À la défense et aux autres études de stratégie de guerre. Chapitre 2. Les acteurs et structures de la défense moderne. Bienvenue dans ce deuxième chapitre, consacré aux acteurs et aux structures de la défense moderne. Dans ce cours, nous allons comprendre qui agit réellement dans les conflits contemporains, comment ces acteurs sont organisés et comment leurs interactions façonnent la paix, la sécurité et parfois la guerre. L'objectif est de vous permettre d'analyser la défense moderne, non seulement de manière théorique, mais aussi à travers des exemples concrets, en Afrique et ailleurs dans le monde. Commençons par deux définitions essentielles. Un acteur de défense est toute entité capable d'influencer un conflit ou une crise. Il peut s'agir d'un État, d'une armée, d'une organisation internationale, comme l'ONU ou l'OTAN, d'un groupe armé rebelle, d'une milice ou même d'une compagnie militaire privée. L'important, c'est son influence sur la sécurité. Une structure de défense, quant à elle, désigne l'organisation interne de cet acteur, sa chaîne de commandement, ses unités, ses moyens humains, financiers et technologiques, ainsi que ses alliances. C'est grâce à cette structure qu'un acteur peut agir, réagir, se défendre ou attaquer. Dans la défense moderne, nous retrouvons trois grandes catégories d'acteurs. Les États, les organisations régionales ou internationales, et les acteurs non étatiques. Les États restent les acteurs centraux. Ils disposent d'armées régulières, d'un budget de défense et d'une légitimité internationale. Mais tous les États n'ont pas les mêmes capacités. Par exemple, la France possède une armée professionnelle capable d'intervenir rapidement à l'étranger, avec en plus une force de dissuasion nucléaire. Le Nigeria, lui, concentre ses efforts sur la lutte contre Boko Haram et les insurrections internes. Et l'Éthiopie nous montre un autre aspect, celui d'une armée fragmentée, comme lors du conflit du Tigré, où des forces régionales importantes se sont opposées au gouvernement central. Une question se pose. Que devient un État quand son armée est divisée entre des forces concurrentes ? Souvent, il perd le contrôle, et la crise dégénère en guerre civile. À côté des États, nous trouvons les organisations régionales et internationales. L'OTAN, créée en 1949, repose sur un principe unique. Une attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre tous. C'est le principe de défense collective. L'Union africaine, elle, joue un rôle essentiel dans les médiations et les missions de paix en Afrique, comme l'AMISOM en Somalie pour lutter contre Al-Shabaab. L'ONU mène des opérations de maintien de la paix à travers le monde, comme la MONUSCO en République démocratique du Congo ou la MINUSMA au Mali. Ces organisations peuvent aider les États, mais elles sont parfois limitées par un manque de moyens, par la lenteur des décisions ou par la dépendance envers certains pays contributeurs. La troisième catégorie regroupe les acteurs non étatiques, qui sont de plus en plus influents dans les conflits modernes. D'un côté, il y a les groupes armés rebelles ou terroristes, comme le M23 en RDC, Boko Haram au Nigeria ou Daesh au Moyen-Orient. Ces groupes utilisent souvent des tactiques asymétriques, guérilla, embuscades, attentats, propagande en ligne. De l'autre, nous trouvons les compagnies militaires privées, comme Wagner, qui offrent des services allant du conseil militaire jusqu'aux opérations de combat. Ces acteurs posent des défis juridiques et peuvent menacer la souveraineté des États. Enfin, les milices communautaires, comme les Wazalendo en RDC, apparaissent souvent lorsque l'État est faible. Elles peuvent défendre les populations, mais elles contribuent aussi à la fragmentation du territoire et au cycle des violences. Pour mieux comprendre comment tous ces acteurs interagissent, analysons trois études de cas africaines. Premier cas, le conflit du Tigré en Éthiopie, entre 2020 et 2022. Les forces de défense nationale éthiopiennes ont affronté le TPLF, les forces de la région du Tigré. La particularité de ce conflit, c'est qu'une partie du pays disposait de sa propre armée régionale, ce qui a transformé une crise politique en guerre civile totale. L'intervention de l'Érythrée, ainsi que l'utilisation massive de drones par le gouvernement central, ont aggravé la situation. Résultat, plus de 600 000 morts et une crise humanitaire majeure. La leçon à retenir, quand une armée nationale n'est pas unifiée, l'État s'effondre rapidement. Deuxième cas, la guerre civile au Soudan depuis 2023. Ici, le problème n'est pas la fragmentation régionale, mais l'existence de deux forces parallèles. L'armée régulière soudanaise contre les forces de soutien rapide, les RSF. Les RSF étaient à l'origine une milice du Darfour. Elles ont gagné en puissance et refusé d'être intégrées dans l'armée nationale. Résultat, une guerre pour le pouvoir entre deux généraux, un État paralysé, des millions de déplacés et un effondrement total des institutions.
La leçon est claire. Un pays qui possède deux armées rivales devient rapidement ingouvernable. Troisième cas, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, la complexité vient du nombre d'acteurs armés. Les FARDC, l'armée nationale, mais aussi des groupes rebelles comme le M23, des groupes terroristes comme les ADF, des milices locales Maï Maï ou Wazalendo et des forces extérieures comme la MONUSCO ou la SADC. Lorsque l'armée nationale est affaiblie, mal équipée ou divisée, l'État perd le contrôle d'une partie de son territoire et dépend largement d'interventions extérieures. C'est ce que nous observons dans l'est de la RDC depuis plusieurs années. Ces trois conflits montrent un point commun, que ce soit par fragmentation interne, force parallèle ou faiblesse structurelle, l'instabilité militaire conduit toujours à l'effondrement de l'autorité étatique. Si nous regardons maintenant au-delà de l'Afrique, nous retrouvons les mêmes dynamiques. En Ukraine, la résistance repose en grande partie sur le soutien militaire extérieur. En Colombie, la guerre contre les FARC n'a été résolue qu'en combinant opérations militaires et solutions politiques. En Afghanistan, l'armée afghane s'est effondrée dès que le soutien international a pris fin. Pour vous permettre d'appliquer ces notions, imaginons un scénario fictif. Le pays d'Azuria. L'armée nationale y est divisée. Une milice soutenue par un pays voisin gagne du terrain et l'Union africaine envisage une mission de stabilisation. Quels acteurs internes et externes identifie-t-on? Comment renforcer les structures de défense? Quelles leçons tirer des cas du Tigré, du Soudan et de la RDC? Ce genre d'exercice vous permettra de mieux comprendre les logiques militaires et politiques réelles. En conclusion, la défense moderne repose sur une multitude d'acteurs, États, organisations internationales et acteurs non étatiques. La solidité d'un État dépend de trois éléments essentiels, une armée unifiée, une chaîne de commandement claire et une coopération régionale et internationale durable. Ces principes sont indispensables pour comprendre les stratégies militaires que nous allons étudier dans le chapitre suivant. International SRM LLC. Security Risk Management, Défense, Consulting, Training, Investigation and Recruitment.